Aujourd'hui, on a plein d'exemples de grosses entreprises qui intègrent du no-code sur des boîtes où il y a plus de 2000 personnes à travers le monde. Et là, ils montent une équipe no-code pour aller faciliter leur travail. Moi, quand j'ai appris l'existence du no-code, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui en parlent et que c'est juste votre groupe que j'entends en parler presque, enfin tu vois, comme des gens qui viennent taper à ta porte, bonjour, tu connais le no-code, alors que mais peut-être le truc a l'air super bien en fait, donc je me suis dit mais comment ça se fait que personne connaît un truc qui est en train vraiment d'être, enfin qui me semble pas révolutionnaire mais presque en fait, donc je me pose la question, mais pourquoi on no-coderait et pourquoi au lieu de coder? Pour quelle raison en fait selon vous, pourquoi en fait, et pourquoi ça se démocratise pas plus? Ou même si vous allez peut-être me dire que ça se démocratise déjà beaucoup, j'en ai aucune idée. J'allais dire ça. Je pense qu'il y a quand même, en fait, c'est un peu, c'est souvent Alexis qui dit ça, le fait que c'est un mouvement aussi. Non seulement c'est une philosophie, c'est un ensemble d'outils, etc., mais c'est aussi un mouvement dans le sens où les outils no-code, ça a toujours plus ou moins existé en parallèle de l'évolution du code et des différents langages. Sauf que ça s'appelait pas comme ça, il n'y avait pas tellement de rassemblement autour, il n'y avait pas tellement de véritable engouement, on va dire, pour ce genre d'outils. Enfin, on l'a vu petit à petit, et typiquement, si tu prends des outils comme WordPress, au départ, ça reste quand même un outil où il fallait mettre beaucoup les mains à la pâte et tout, mais après, petit à petit, quelqu'un qui ne connaît absolument pas, il pouvait déjà, rien qu'avec WordPress, créer des sites et sans toucher à une ligne, quoi. Et en fait, quand on y réfléchit bien et qu'on commence à regarder tous les outils qui font qu'on en est jusqu'où on en est actuellement, avec des outils comme Bubble et vraiment des trucs assez poussés, il y a toujours eu, je pense, de la part de certains développeurs, la volonté d'ouvrir ça à des personnes qui n'avaient pas forcément les compétences ou le temps d'apprendre à coder. Sauf que là, on voit que, en fait, il y a juste un besoin beaucoup plus accru de disponibiliser des outils pour accompagner la transformation digitale. On voit que ça va toujours plus vite, que ce soit en entreprise ou même au niveau de la société. Et du coup, il faut qu'on puisse donner les moyens à plus de personnes, que ce soit à travers la formation de personnes qui vont devenir développeurs, développeuses ou pas. Il faut dans tous les cas, qu'on ait les moyens pour que ça bouge rapidement, quoi. Ok, donc si je comprends bien, si j'ai bien compris, en fait, pourquoi no coder plutôt que coder? Parce que ça va plus vite? Dans un sens, en fait. Je sais pas ce que vous ajouteriez les gars, mais pour moi, l'idée, c'est que toutes les tâches qu'on peut faire sans coder, et relativement bien, on tente de faire sans coder, on peut laisser d'autres personnes s'en occuper, et puis après, les développeurs, ils vont s'attaquer à des sujets vraiment d'expertise. Et là, il n'y a que le code pur et personnalisé, on va dire, qui va vivre ça. Ok, donc tu veux dire que le no-code, ça serait pas d'expertise? Ouais, Stan? Non, moi je dirais que c'est un gain de temps colossal. Je pense que aujourd'hui les développeurs et les développeuses devraient aller vers du no-code. Il y a la question aussi du low-code, mais moi je suis parti que j'y crois pas et que je pense que tout devrait tendre vers le no-code. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu es développeur, développeuse, aller vers des outils comme, je sais pas, peut-être du Make, du Make, du N8N, du Zapier, ça peut énormément t'aider à aller beaucoup plus vite, à exécuter beaucoup plus vite, soit à bosser sur d'autres projets à côté avec le temps que tu gagnes, ou alors à rien faire ou à faire autre chose, à jouer aux jeux vidéo si tu veux. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gros intérêt là-dessus, c'est vraiment de pouvoir shipper des choses très rapidement. Et on le voit sur énormément d'outils qui permettent, en termes de courbe d'apprentissage, aujourd'hui, c'est quand même très rapide en termes de courbe d'apprentissage. C'est que si tu vas sur n'importe quel outil et t'en fais 6 mois à temps plein, sauf si vraiment tu as du mal, tu seras techniquement une brute dessus. Et après, ça dépend évidemment des outils, mais je pense que c'est aussi ça que c'est de pouvoir shipper rapidement, tester, itérer, faire des tests, que ce soit pour ton projet perso ou alors dans ta boîte de pouvoir faire plein d'autres choses. Aujourd'hui, on a plein d'exemples de grosses entreprises qui intègrent du no-code pour améliorer leur processus en interne, pour automatiser des choses et avoir vraiment ce côté opérationnel beaucoup plus rapide sur des boîtes où il y a plus de 2000 personnes à travers le monde. Et là, ils montent une équipe no-code pour aller faciliter leur travail et surtout permettre à des expertises métiers, donc par exemple du RH, du recrutement, du marketing, des choses comme ça, où il n'y a pas forcément de dev ou de personnes techniques, de pouvoir leur faire gagner un maximum de temps, quoi. Ça, c'est on va dire, du no-code. Ok, donc on en revient à cet aspect de rapidité. Donc, mais rapidité pour plusieurs facteurs, si je comprends bien. C'est que pour des tâches simples, ça va beaucoup plus vite pour, je sais pas, disons-nous, bootstrapper un projet, enfin pour le mettre en place, ça va beaucoup plus rapidement pour faire des choses simples. Mais par contre, dès que ça va être plus compliqué, pour vous, encore, à votre avis, il faut quand même rester sur du code. En fait, je pense que ça dépend.
Ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que tu as fait un petit raccourci en disant coder ou no coder. C'est pas exactement coder ou no coder, c'est vraiment en fonction de ton cas d'usage. Est-ce que c'est nécessaire d'aller écrire du code, ou est-ce que la solution que tu développerais en code, est-ce que tu peux la faire de manière plus rapide, plus efficace, en fait. C'est pas de se dire est-ce que je vais coder ou pas coder. Tu vois, c'est pas vraiment le sujet. D'ailleurs, alors c'est perso, mais je pense que les développeurs font de très très bons no-codeurs parce que tu as déjà toutes les bases. Toutes les bases, comment tu fais une base de... Non, mais comment tu crées une base de données, comment tu architectures ta base de données, enfin la compréhension du client-serveur, gérer les API et tout ça, etc., etc. Quand tu es développeur, tout ça, tu l'as déjà en tête. Les outils no-code, c'est vraiment juste une façon d'aller plus vite. Moi, je me souviens d'un débat quand j'étais à l'école. Ça fait un petit moment maintenant, j'ai mes petits poils blancs, mais concrètement, il y avait une bagarre entre les gens qui faisaient du Java, qui faisaient du C, du C++, et les gens qui faisaient du HTML. Je crois les mecs qui faisaient du HTML, c'était vraiment, c'était les pires, quoi. C'était vraiment les gens qui servaient à rien. C'était pas du code, quoi, de faire du HTML et du CSS. C'était vraiment un truc pour les nuls, quoi. C'était vraiment, t'es pourri quand t'es spécialisé dans le web. Aujourd'hui, tu fais si tu fais du Python, par exemple. Typiquement, tu utilises un langage qui est déjà beaucoup plus évolué que ce que tu pourrais faire avec plus simple à appréhender que ce que tu pourrais faire avec du C++. Tu vois, on va vraiment dans une logique de se dire, plus on avance, plus les langages simplifient ta manière de travailler. Le no-code, c'est juste une branche complémentaire qui dit, au lieu d'aller taper du code, je vais faire du drag and drop. Concrètement, tu vois, c'est vraiment pour aller plus vite. C'est une autre branche, ça te permet de faire autre chose, des projets qui vont aller très très vite. On pourra en reparler tout à l'heure, si tu veux, de use case pour lesquels on utilise du no-code. Ouais, justement, c'est intéressant. Stan, tu as parlé de grosses entreprises qui intègrent du no-code actuellement déjà. T'as des idées en tête pour qu'on ait des gros noms qui se mettent dans notre cerveau et peut-être même un cas d'usage, tu vois? Ouais, je sais pas si c'est un gros nom pour vous, c'est bien parce que j'ai le trou maintenant de là où bosse Lilian, qui est une grosse boîte US, si vous avez, si vous rattrapez ou pas. Jelly-Smack, c'est ça. Jelly-Smack, du coup, qui est pas forcément connu, mais je sais pas si vous connaissez, il s'occupe de YouTube, de YouTube, de récupérer du contenu pour l'améliorer et le diffuser sur les plateformes. Et là, ils ont commencé en septembre-octobre dernier à recruter. Aujourd'hui, ils ont monté une équipe de 10 personnes en interne qui font du no-code. Et leur but au quotidien, c'est d'aller automatiser des tâches, que ce soit des processus d'onboarding. Je crois qu'ils ont travaillé, je sais pas trop ce que je peux dire, que je peux tout dire, mais ils ont travaillé sur, par exemple, le système de comment est-ce que tu vas aller rendre ton matériel et récupérer du matériel quand tu vas dans une grosse boîte. Et c'est vrai que tu dis, quand j'ai 10 personnes, c'est simple, mais quand tu recrutes 100 personnes sur les 2 mois et qu'il y en a 40 qui partent, cette gestion de récupération de matériel, etc., elle peut être compliquée. Il y a aussi toutes ces notions, en fait, de tout ce qui va être le côté opérationnel. Et donc là, qu'ils ont pu automatiser assez facilement avec des outils comme make.com, du coup, formerly Integromat, et des outils comme Airtable en interne pour gérer des bases de données. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que pour moi, il y a 2 parties un peu du no-code, et je ferai une scission entre les outils pour créer des produits et créer des outils, donc avec des choses comme Webflow pour les sites web, Bubble pour les web apps, Glide pour les apps mobiles, Adalo, etc. Donc vraiment pour créer du produit, et tout le côté opération. Et hop, c'est là, du coup, il faut parler de contournement aussi qui se va là-dessus, qui serait du Notion, Make, Airtable, Zapier, qui là est pour toutes les opérations et qui souvent est utilisé, on va dire, en interne et pour gagner du temps, quoi. Ok. Justement, tu parles de gagner du temps, mais j'ai le souvenir d'une vidéo de Bastille, je crois, qui développait une app mobile en 2 temps 3 mouvements dans une vidéo. Et c'était assez impressionnant quand tu n'y connais rien, tu vois, quand tu n'y connais rien en no-code et que juste t'es développeur et que tu codes tout ce que tu fais à chaque fois, tu vois une personne qui débarque avec un logiciel et qui en 15 minutes te fait une app mobile qui marche et qui joue avec des API, tu te dis ah ouais quand même, bon. Ça va être compliqué l'avenir si tout se fait comme ça. ça peut devenir compliqué. Heureusement c'est un cas très très spécial. C'est un cas très spécial qu'il a appliqué. Il a pris un cas justement qui fonctionnait très bien. Ça marche pas pour tous les cas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ça donnait une idée un peu de la puissance du truc, d'avoir des blocs préconçus, prêts à fonctionner pour des cas d'usage récurrents, précis, qu'on connaît en fait et qui sont réutilisables plein de fois en fait. Genre, en l'occurrence, je crois que c'était une app météo. Je veux dire, Elzap météo, bon, c'est pas ni la première ni la dernière qui était faite. Donc forcément, il y a des blocs qu'on peut faire en anticipant les API là-dessus. Donc ouais, en tout cas, ça m'avait surpris. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'avait le plus intrigué sur le no-code à l'époque. Déjà à l'époque, une fois en plus après quand je vous ai connu, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Donc pour vous, le no-code, c'est complémentaire. C'est un peu une espèce de branche suite qui va avec le code en disant on simplifie, on va simplifier encore plus loin. Mais dans cette simplification, au même titre que ce que tu disais Xavier, on a du Python par rapport au C++, c'est qu'on pourra pas faire exactement
en tout cas pas aussi des choses avec autant de précision que ferait un C++ par rapport à du Python. Là c'est pareil, c'est pour toi c'est l'idée de on simplifie au maximum, donc forcément il y aura des choses il y aura des couches de complexité qu'on n'aura pas, on aura moins la main sur certaines choses, donc là du code devrait intervenir pour compenser, pour aller faire ces choses là, c'est ça? Ouais, complètement. D'ailleurs, tu peux avoir des outils hybrides qui utilisent un peu de code. Ah, ce que j'allais te demander, ouais. Ou du low-code, tu peux tout mixer en fait. Hein. Tu peux vraiment créer ta plateforme en fonction de ton besoin. Et concrètement, comme tu l'as dit, en fait, il y a des petites choses que tu pourras pas faire. Ou alors de les faire de manière plus compliquée en no-code. Des fois, c'est vrai que ça va plus vite. Moi, tu vois, j'avais un petit souci de modification de date dans un outil que je suis en train de faire. Franchement, j'ai fait une petite fonction JavaScript et ça m'a pris 2 minutes. Alors qu'en no-code, franchement, j'aurais galéré pendant un quart d'heure, 20 minutes pour faire mon truc, quoi. Ouais. Donc parfois, tu vois, c'est mieux même d'aller mettre un petit bout de code par-ci par-là. Ouais, mais ça me rappelle un peu WordPress, justement. Je crois que c'était Camille, c'est toi qui parlais de WordPress, je crois, tout à l'heure. Hein. Mais en effet, ça me rappelle un peu WordPress. Tu vois, des fois où je crois que c'est le Visual Builder ou Divi notamment, où des fois c'est super pratique pour faire des templates avec des choses qui sont entre guillemets convenues. Par contre, dès que tu veux commencer à faire des choses trop compliquées, vaut mieux aller appeler quelqu'un qui te fait un bout de code. C'est bien plus rentable que d'y passer 3 jours à essayer de faire un truc qui n'est pas faisable en fait. Donc, donc c'est l'idée avec le no-code. Donc, au moins déjà, on peut se rassurer sur le fait, on peut se rassurer, les gens qui codent, hein, pour l'instant peuvent se rassurer. Le no-code ne permet pas de tout faire. Par contre, ça permet d'accélérer sur un nombre de choses assez impressionnantes de ce que j'ai compris. En tout cas, je sais pas, est-ce que la courbe de progression du no-code pour vous elle est comment? C'est-à-dire il y a 3 ans, est-ce que c'était loin d'aujourd'hui? Est-ce que c'était un peu comme aujourd'hui, ça avance pas si vite? Comment ça progresse, ce niveau de je peux tout faire sans coder? On va où là? On en est où? On va où? C'est quoi la limite? Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant et ce qui est compliqué aussi avec le no-code, c'est que aujourd'hui, quand tu apprends moi, je pas du tout tech, hein, mais imaginons que tu apprends du JS ou du Python, une fois que tu le maîtrises, il y aura peu de nouvelles fonctionnalités, quoi. Tu vas le maîtriser, donc tu sauras l'utiliser. Aujourd'hui, les outils no-code, ils évoluent énormément. Et moi, c'est mon outil de cœur qui s'appelle Glide, mais plein d'autres outils, ils sortent. Par exemple, si tu prends du Glide ou même du Webflow, pas tellement, mais il y a plein d'outils qui sortent de nouvelles fonctionnalités toutes les semaines. Et en fait, les suivre, c'est hyper compliqué, ce qui veut dire qu'en fait, ta courbe de compression, tu dois toujours rester connecté et te former. Et en fait, c'est une formation vraiment continue. Et je pense que si tu prends, alors je dirais, même Webflow, même Bubble, il y a 3 ans versus maintenant, franchement, ça n'a rien à voir et la capacité de ce que tu peux faire, ça se repousse toujours. Pourquoi? Parce que les gens accrochent, ils font de l'argent. S'ils font de l'argent, ils recrutent. Et donc, plus ils recrutent, plus ils grossissent. Et les levées de fonds, elles sont comme ça, même Airtable, etc. Ou même Notion. Je pense que Notion, Airtable, il y a 3 ans. Et Notion maintenant, ça n'a rien à voir en termes de fonctionnalité. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que je pense qu'il y a des limites. Si on devait parler il y a 3 ans, je pense que les limites aujourd'hui, elles ont été éclatées. Après, évidemment, il reste des limites aujourd'hui. Sauf que je pense que... je sais pas, peut-être que, après, j'ai envie de te dire, peut-être que dans 1 an, tous les outils vont s'effondrer parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir le truc ultime où, tu vois, où t'auras plus besoin de rien pour faire des sites ou des applications. Mais comme il y a toujours un peu cette évolution, les limites, elles sont quand même repoussées énormément en termes de fonctionnalité et en termes de ce que tu peux faire, quoi. Alors, moi, je le vois aujourd'hui sur Glide. Aujourd'hui, j'ai fait un tuto et j'ai fait une espèce de wiki d'entreprise en 40 minutes. Et donc en 40 minutes, tu avais une web app pour faire un wiki d'entreprise avec tes gestions, etc. Là où il y a 3 ans, ça m'aurait pris peut-être 2 heures et il y aurait eu juste la relation n'était pas possible, quoi. La relation, les catégories n'existaient pas, quoi. Donc c'est pour ça que ça évolue hyper vite, quoi.